Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de l'excellente Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, ce mercredi 30 avril, au cas où vous n'auriez pas remarqué, on passe le cap des 100 premiers jours de la seconde présidence Trump. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a été sonné par le nombre, la rapidité et la brutalité des mesures annoncées depuis le 20 janvier dans tous les domaines. Contrairement au premier mandat, beaucoup de ces mesures, le plus souvent des décrets, ont été immédiatement suivies d'effets. Mais attention, toutes n'ont pas été appliquées, tandis que d'autres ont été annulées ou suspendues après leur mise en œuvre, ce qui donne à l'ensemble une impression, pour rester poli, de confusion. Le bilan et les analyses des 100 jours de Trump sont très nombreux dans la presse ces jours-ci, mais je voudrais avec vous aller un peu plus loin et que vous nous aidiez, si c'est possible, à faire sens du projet que poursuit Donald Trump depuis janvier, à lui donner une cohérence. En effet, toute la question, c'est de savoir s'il y a une cohérence derrière toutes ces politiques qu'on a vues se déployer devant nous depuis donc 100 jours. Je crois que oui, je crois qu'il y a une cohérence, on va en parler. Mais avant, comme une sorte de mise en garde, je voudrais qu'on s'interroge tous ensemble. Est-ce que c'est pas finalement une déformation très française que de vouloir trouver à tout prix une cohérence, un ordre cartésien dans les événements? C'est comme si on voulait faire des projets de Trump un jardin à la française, là où peut-être les penseurs américains du Trumpisme sont très contents de vivre dans un jardin à l'anglaise. Je plaide coupable, Laurence, mais je vous retourne à ce moment-là une question et je vous demande si, finalement, ce chaos n'est pas voulu par Trump et ses conseillers pour aggraver l'inquiétude des partenaires des Américains. Et je pense en particulier aux allers-retours sur les droits de douane. Oui, il y a certainement un élément de cet ordre quand on lit les propos notamment de Steve Bannon qui voulait inonder la zone pour frapper de sidération les acteurs autour de Trump aux États-Unis et dans le monde. D'accord, mais reprenons notre fil et essayons de trouver une cohérence dans ces 100 premiers jours de Trump. Pour répondre à cette question, j'ai vraiment fait une démarche de chercheur. Je suis retournée à la source de ce qu'est la politique de Trump en 2025, c'est-à-dire le projet 2025. Vous savez, ce programme qui lui avait été préparé par la Heritage Foundation, ce think tank très conservateur. Dans le projet 2025, il y avait entre autres un mini playbook, c'est-à-dire un programme pour les premiers mois de l'administration. Je suis allée voir si on pouvait trouver une cohérence dans ce texte. Ça n'a rien donné parce que ce texte, qui concernait déjà pas les 100 premiers jours, mais les 180 premiers jours, c'est-à-dire plutôt 6 mois que 3, ce texte n'a jamais été rendu public. Et donc, cette première démarche de ma part n'a rien donné. Chou blanc donc, Laurence. Mais en tant qu'experte des États-Unis, vous pouvez quand même nous aider à distinguer des lignes de force dans ces 100 premiers jours de l'administration Trump, non ? Mais oui, on les voit quand même apparaître. Si on s'intéresse, pour commencer, à la politique intérieure, je crois qu'il y a 3 projets très spécifiques qu'on a vus dans les 100 premiers jours. D'abord, détruire l'État profond, c'est-à-dire l'État fédéral. Et là, évidemment, c'est toute la politique de Musk et de son Doge, le Department of Government Efficiency. On estime qu'environ 250 000 fonctionnaires fédéraux sont partis depuis le mois de janvier, soit de leur plein gré, soit virés. Reuters donne le chiffre de 260 000, CNN 235 000. On est dans les mêmes eaux. Deuxièmement, lutter contre le wokisme, c'est-à-dire ceux que Trump appelle les radical left lunatics. Il emploie très régulièrement cette expression, les dingues d'extrême gauche, on va dire, et leur programme très exigeant moralement sur les questions de race ou de genre. Et là, on pointe la fin des initiatives de diversité, equity et inclusion dans l'administration et dans toutes les entités qui reçoivent des fonds fédéraux, que ce soit les entreprises ou les universités. Et puis, troisième point, lutter contre l'immigration. La fermeture de la frontière sud est telle qu'il n'y a pas beaucoup de candidats à l'immigration qui se présentent. On parle donc surtout des expulsions, c'est ça qu'on voit dans la presse, qui se multiplient dans le pays. On a vu d'ailleurs dans les derniers jours le jardin de la Maison-Blanche s'orner, si on peut dire, de mugshots, c'est-à-dire de portraits de police de migrants. Donc on voit leur tête en gros plan avec la mention deported, une initiative que j'ai trouvée absolument dégueulasse, si vous permettez mon français. Mais revenons au calme, de toute façon ça change rien. Est-ce qu'il y a une cohérence dans ces 3 projets de politique intérieure ? Oui, je crois que là, il y a une ligne de force et c'est que Trump s'adresse, dans les 3 cas, aux oubliés de l'Amérique, aux classes moyennes qu'il estime trahies par les élites et attaquées par le multiculturalisme qu'il juge anti-blanc. Cette rhétorique populiste et complètement démagogique a été très efficace en 2016, elle l'a encore été en 2024. Trump propose à ces classes moyennes de réaffirmer
l'identité américaine face aux immigrés et aux élites. Il propose aussi de les libérer par rapport aux réglementations imposées par l'État fédéral, que ce soit sur l'environnement ou sur tout le reste, ce qui autorise au passage des combines très lucratives pour ses amis. Trump propose donc cette libération, mais aussi une vengeance, parce qu'il emploie très régulièrement l'équivalent anglais, le terme de retribution. Donc du populisme de base. Mais en matière de politique étrangère cette fois, quels sont les projets que vous voyez se dégager ? Alors là aussi, il y en a 3. Il y a d'abord l'impérialisme. On a vu toutes les revendications territoriales absolument inédites de Trump sur le Canada, le Panama, le Groenland. Je crois qu'il faut aussi parler ici du mercantilisme. Ça, c'est le lancement de sa vaste guerre commerciale tous azimuts, mais qui vise surtout la Chine. Et je pense, Romain, vous serez d'accord avec moi, beaucoup d'économistes voient énormément d'erreurs dans cette approche du commerce international. Et puis enfin, 3e élément, un alignement idéologique explicite sur les positions idéologiques illibérales portées par un certain nombre de pays. On avait vu Trump très proche de la Hongrie de Orban, du gouvernement de Netanyahou en Israël. Ce qui est nouveau dans les 100 derniers jours, c'est le rapprochement tout à fait public avec la Russie de Poutine. Et là, je crois vraiment que c'est un énorme changement. Et si vous permettez, je voudrais citer un article que j'ai lu cette semaine qui était vraiment très intéressant, d'une professeure américaine qui s'appelle Stacy Goddard. C'est dans la revue Foreign Affairs. Elle explique que depuis une vingtaine d'années, le monde se divise en sphères d'influence, la Chine, la Russie et l'Occident, pour aller vite, des sphères d'influence qui sont relativement opposées. En tout cas, l'Occident est opposé aux deux autres. Mais ce qu'elle explique, c'est que depuis le 20 janvier, il n'y a plus vraiment une opposition entre les États-Unis et la Russie, mais plutôt une collusion tout à fait illibérale et très inquiétante. Si on veut à tout prix trouver quelque chose de positif à dire, c'est que cette évolution donne à l'Europe, notre Europe, Romain, une responsabilité cruciale comme dernier bastion du libéralisme en politique. Certes, mais je vous repose la même question. Voyez-vous une cohérence, un fil conducteur dans cette politique étrangère ? Oui, et là, il faut parler de la vision du monde de Trump. On le sait depuis toujours, il voit la société internationale comme un monde à l'état de nature. Thomas Hobbes, je n'y reviens pas. Il faut se défendre et c'est chacun pour soi dans un nationalisme égoïste totalement assumé. En gros, l'inverse complet de tout ce qui a été construit après 1945. Qui était le multilatéralisme, la coopération entre tous les États pour régler les affaires du monde. Et éviter les conflits. Et ce qui est nouveau en 2025, c'est que Trump agit cette fois-ci avec un sentiment de puissance totalement nouveau. Si vous permettez à nouveau, je voudrais faire une citation de Trump très récente dans un article qui vient de paraître dans The Atlantic. Il dit, pour comparer ces 2 mandats, « The first time I had 2 things to do, run the country and survive ». La première fois, donc en 2016, j'avais 2 choses à faire, gérer le pays et survivre. Et là, il fait allusion à toutes les poursuites judiciaires qui ont grévé son mandat et l'ont empêché de faire ce qu'il voulait. Je poursuis sa citation, « And the second time, I run the country and the world ». Et cette fois-ci, je gère le pays et le monde. C'est-à-dire que là, vraiment, il considère qu'il a les coudées franches. C'est flippant, Laurence. Mais quand même, Trump fait machine arrière sur de nombreux points. Est-ce que le projet d'ensemble de l'administration Trump, son projet pour le monde, ne se brise pas sur un certain nombre d'écueils du réel ? Oui, Trump se heurte au principe de réalité, donc il y a des retours en arrière, vous avez raison. Et d'ailleurs, ça contribue une fois de plus à l'impression de chaos et d'impréparation. Pour aller dans le détail, on constate qu'il y a là encore 3 éléments différents. D'abord, l'action des contre-pouvoirs contre les décisions de l'administration et notamment de la part des cours de justice sur les questions d'expulsion notamment. Il y a beaucoup d'appels qui sont déposés. On va voir ce que ça donne. Il faut aussi mentionner le fait que certains acteurs se mettent depuis quelques semaines à résister de manière plus ferme au harcèlement venu de la Maison-Blanche. On peut parler des universités. Harvard tient tête, pas comme Columbia il y a quelque temps. Certains cabinets d'avocats aussi montent au créneau depuis que le cabinet Paul Weiss a capitulé, ça c'était il y a quelques semaines. Donc le premier point de faiblesse pour Trump, c'est les contre-pouvoirs.
Le deuxième, c'est le fait que Trump ne veut pas être vu comme un loser et qu'il a très peu de patience. Et donc, il peut laisser tomber des dossiers qui n'avancent pas. C'est ce qu'on avait vu avec la Corée du Nord pendant le premier mandat. C'est ce qui pourrait se passer en ce qui concerne les négociations avec l'Ukraine et la Russie cette fois-ci. Et puis enfin, last but not least, l'impact de l'économie sur l'agenda de Trump, les taux d'intérêt sur la dette publique, le retour de l'inflation, les indices boursiers. Tout ça ne va pas très bien et ça n'est pas neutre pour Trump. Il doit absolument rester populaire auprès de sa base électorale et auprès de ses nombreux donateurs milliardaires pour ne pas perdre les élections de mi-mandat de novembre 2026. C'est donc pour ça qu'il est revenu sur la question des tarifs douaniers. Cette semaine, le Wall Street Journal lui recommandait même de faire comme Mitterrand en 1983, vous vous souvenez, le tournant de la rigueur, et de laisser tomber sa politique commerciale notamment. Oui, quand vous dites que ça ne va pas très bien, vous utilisez un doux euphémisme, Laurence, parce que c'est quand même pour les indices boursiers qui sont très importants aux États-Unis, parce que je rappelle que les retraites des Américains sont gérées à la bourse. Donc ça concerne absolument tout le monde, ce qui n'est pas le cas des bourses en Europe et particulièrement en France. Donc les indices boursiers sont terriblement affectés par les actions de Trump. On est sur la pire baisse en 100 jours depuis 1974. Et 1974, c'était la crise pétrolière. Là, il n'y a pas de crise véritablement exogène qui oblige à ces baisses totalement drastiques des indices boursiers qui, encore une fois, impactent l'Américain moyen. Mais pour revenir aux élections de mi-mandat dont vous parliez, beaucoup d'observateurs se demandent aujourd'hui si elles auront bien lieu. On se demande si Trump, dans une attaque ultime contre la démocratie, ne pourrait pas les entraver. En ce qui concerne les élections au Congrès, je vois quand même pas très bien comment Trump pourrait s'y prendre, puisque les scrutins sont organisés par et dans les 50 États. Il n'a pas l'autorité en tant que président du fédéral, et il n'a surtout pas l'autorité dans les États démocrates. Si cette étape est tout de même marquée, il y a quand même les ambiguïtés de Trump sur un éventuel troisième mandat dont je rappelle qu'il est totalement interdit par la Constitution américaine. Oui, il n'a pas le droit de se représenter, c'est le 22e amendement de 1951. Il y a quand même 3 scénarios. Le premier, c'est d'abroger cet amendement, mais bon, ça me paraît totalement illusoire, il n'aura pas le temps d'ici 2028. Il pourrait peut-être aussi, on en a déjà parlé, y aller à l'esbrouf, c'est-à-dire tout simplement se déclarer candidat, attendre les recours en justice qui ne manqueraient pas d'être déposés et voir ce que la Cour suprême déciderait, la Cour suprême qui agirait en tant que juge constitutionnel. La Cour suprême qui est à majorité républicaine et dont 3 des 9 juges ont été nommés par Trump himself. Oui, ceci dit, ces juges ont été nommés à vie et ils ne doivent plus rien à Trump. Et déjà, elle a pu prendre certaines décisions qui lui étaient défavorables, pas toutes bien sûr, dans les semaines précédentes. Donc Trump ne pourrait pas complètement compter sur une cour qui lui serait acquise. Mais il y a un dernier scénario, et on finira là-dessus, ce serait de faire élire J.D. Vance président en se mettant, je parle de Trump, dans la position du vice-président, puisque là, il aurait le droit. Une fois élu, Vance démissionnerait et hop, Trump se retrouverait président une 3e fois. Bon, ceci dit, il aura 82 ans en 2028, peut-être qu'il sera un peu fatigué. Eh bien, nous nous en remettrons donc à la loi de l'âge, qui est immuable et qui nous atteint tous, malheureusement. Merci Laurence, et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.